live. D'accord, ça marche. Ça va. Ouais, moi je préfère. Ouais. Hey, salut, ça va? Merci beaucoup. Bonsoir, enchanté. Oui, oui, j'ai entendu parler de vous, bien sûr. Je vous ai lu d'ailleurs, votre article sur les liens entre humanitaire et paix. Ouais, super intéressant. Ouais, ça a été très utile. J'ai complètement oublié, j'étais en train de partir du bureau, mais ça j'ai oublié, j'aurais dû faire un tout petit bouquin là, sur l'humanitaire. Oh, mais c'est sympa, j'avais oublié. Ah, super, Ça dépend où cool. vous allez aussi. Ah, avec grand plaisir. Très bien. Ouais, ça. Voilà, je me réjouis. Ouais, Et mais puis, attends, c'est ça, on peut- je me réjouis aussi de. Enfin, il paraît que vous voulez un peu changer l'expo. Ouais. Donc je me réjouis aussi. Je vais vous envoyer des tonnes d'étudiants. Et Ah la ouais. question À fond. que je fais souvent, c'est si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Et il va vachement bien. Il va vraiment bien. Ah ouais, c'est clair. Quand il s'agit de Ouais, critiquer les ouais. autres. C'est vraiment l'idée. Pendant les 5 prochaines années, on va tester l'exposition permanente sur les cultures. On est déjà en train de le faire avec l'expo sur la pandémie qui a réinvesti l'espace, qui change la lecture. Et après, riche de toutes ces expériences, l'objectif c'est de la refaire. Déménager, j'avais des dossiers comme ça sur Discus, il y avait chaque année une centaine de clients qui allaient voir l'expo, Ah, c'est qui vrai. pouvaient dire ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas vraiment aimé et ce qui changerait. Wow. Mais c'est vrai que enfin, la question disons, d'un changement de niveau, c'est effectivement le fait que Roger a fait vraiment quelque chose à la fois de très bien, mais aussi de très solide. Oui. Du coup, Flexible, voilà. Mais je pense que ça dépend d'où on vient. Parce que pour les historiens, c'est un peu. non, mais je dis solide aussi dans le sens où c'est une sorte de scénographie fixe qui fait que c'est très difficile de la changer. Alors je vais vraiment à venir voir l'expo. J'aurais fait quelques images là, mais je vais surtout la changer d'abord en invitant des artistes à la réinvestir et à créer des conversations différentes entre l'existant et l'actualité. Et ce qu'on apprend des projets qu'on a fait pendant le confinement et qu'on explore là maintenant, c'est que ça marche bien en fait. Voilà, comme tu dis, l'infrastructure qui est assez solide, elle prend ça. Mais c'est du coup, il faut la repenser. Il y a un moment aussi de technologie de Pas que ça, tu vois. Il n'y a que.
Oui, Le Covid oui. a changé Non, non, ça n'a rien changé. Et, Parce que, mais même en semaine, qui qu'on est beaucoup. non, mais vous savez que enfin, ils n'ont pas voulu que j'ai négocié ces étudiants-là et un accès gratuit. Non, mais Mayou, pour C'est ça. assez rosé, ouais, non, ça. Non, non, ça va. Ça fait moins, ça s'organise. Bonsoir madame, enchanté, Pascal. De même. Ouais, génial. Ok. Absolument. Ok. Même en cette période pandémique. Ouais. C'est dur de faire des événements. La connaissance avec les soins, bien sûr. Super, merci. Sinon, écrivez-moi. Ah super, merci. Très bien. Ouais, non, plein de choses. Maintenant c'est compliqué, mais ça le sera moins bientôt. Bien sûr. Les visites, ça, il n'y a aucun problème. Après, les événements, les soirées, ça c'est plus complexe. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous accueillir et c'est un immense plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Hufschmidt, directeur du Musée international de la Croix-Rouge. C'est aussi une fierté personnelle parce que Pascal a été formé dans l'unité d'histoire de l'art de l'Université de Genève et donc c'est tout à fait remarquable de suivre le parcours qui est le sien. Après avoir travaillé un temps à la Galerie Crugier, il a occupé une place stratégique dans le musée de l'Élysée à Lausanne et a été extrêmement actif. Il a notamment créé un prix de l'Élysée qui
favorise et la photographie, qui joue un rôle très important, et depuis l'année dernière a succédé à Roger Maillot à la tête du Musée international de la Croix-Rouge, en donnant immédiatement de nouvelles impulsions, parce que Pascal Hufschmidt a beaucoup d'idées et a une vision véritablement remarquable pour son institution, et c'est de cela qu'il parlera aujourd'hui. Donc j'ai le grand plaisir de te céder immédiatement la parole. Merci, bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de venir m'écouter ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Première chose, merci Frédéric. Écoute, tout l'honneur est pour moi et j'ai été formé par les meilleurs, donc merci beaucoup de l'invitation. Maïté, que je vois aussi, donc on est entre nous, quoi. Merci infiniment. Ce soir, j'aimerais vous parler de ma passion pour les musées, comment ils peuvent se réinventer, quel impact ils ont sur la société, quel impact positif ils peuvent avoir sur la société, comment ils peuvent favoriser le vivre ensemble. Et ma passion toute particulière pour ce musée-là, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, que j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an, et qui se trouve, comme vous le savez, au cœur... C'est vrai, d'accord. Ce musée qui se trouve au cœur du quartier... Ce musée qui se trouve au cœur du quartier international, qui excède bien Genève dans l'ampleur et l'importance du travail qui est mené et l'impact quotidien sur la vie de millions de personnes dans le monde. Donc ce soir, j'ai décidé de vous parler de ma vision pour cette institution, mais j'ai surtout décidé de vous parler de ma vision en actes, du travail que j'ai mené avec mes collègues pendant ces dernières années et de vous donner à chaque fois des exemples très concrets du travail qu'on mène ensemble. Et peut-être avant ça, j'aimerais réfléchir avec vous au fait que beaucoup de personnes pensent qu'un musée est un lieu, et ils ont raison. Un musée, c'est un lieu dans lequel on va avoir des collections. Là, il y a quelques images devant vous d'éléments des collections du musée de la Croix-Rouge. On a une collection très intéressante d'environ 40 à 50 000 objets, selon comment on les compte et le travail qu'on est en train de mener nous fait avancer dans ce décompte. On y garde beaucoup d'objets qui viennent du terrain, des objets de prisonniers. C'est une des choses très particulières que nous gardons. On a aussi une collection d'affiches d'environ 10 500 exemplaires qui traversent toute l'histoire de la Croix-Rouge de 1870 à nos jours. Une collection de photos qu'on est en train de totalement explorer, qui a été laissée intacte depuis la fin des années 80, donc beaucoup d'éléments de collection. On va dans un lieu muséal pour voir des expos, ça c'est clair, donc on produit des expositions à un rythme régulier qu'on va monter en cadence. On va produire 2 à 3 expositions temporaires par année. C'est le but, et surtout ces expositions sont toujours le résultat, elles seront de plus en plus de recherche sur nos collections et de créations inédites. Et enfin, bien sûr, on pense à un musée en tant que lieu pour y vivre une expérience. Et cette expérience, nous la façonnons avec passion à travers nos activités, à travers bien sûr nos publications, à travers notre médiation culturelle, à travers notre exposition permanente qui est quand même très grande, plus de 2000 mètres carrés. Et c'est une expérience qui ressemble à ça. Ça devrait marcher. Alors, il devrait y avoir du son. Ah, il n'y a pas de son, c'est dommage. C'est une vidéo qui avait été produite en 2013 lors du lancement de la campagne promotionnelle de la nouvelle exposition permanente. C'est une vidéo qui vraiment parcourt les éléments clés de l'exposition et qui aussi développe un registre de langage très fascinant, enfin très impactant. Il y a des images très fortes. C'est très relié à l'idée. উপজেলা কেন্দ্রীয় বোলা সদরে
in sofferenza. So they have more time to protect themselves and their livelihoods. Donc c'est un objet de communication qui insiste vraiment sur la fascination que peut avoir le public envers l'action humanitaire et qui donne une certaine vision de l'action humanitaire. C'est une communication que je trouve très intéressante. C'est aussi une certaine attente du public envers notre institution et donc je l'accueille pleinement. Mais vous allez voir le chemin qu'on va parcourir de cette vision-là à d'autres choses qu'on est en train de développer. Donc tout ceci, en effet, ça se passe dans ce lieu qui est là-haut, sur la colline. Chaque jour, mon équipe et moi, on travaille avec passion pour affirmer le Musée international de la Croix-Rouge comme un lieu de mémoire, un lieu de création et un lieu de débat autour des valeurs, des enjeux et de l'actualité de l'action humanitaire. Maintenant, cette vision-là, elle va bien au-delà des enceintes de ce bâtiment. C'est une vision qui ne se restreint pas à la salle d'exposition, qu'elle soit temporaire ou permanente. Et ceci d'autant plus si c'est un musée comme celui-ci qui parle d'action humanitaire. Maintenant, l'action humanitaire, elle est très associée à de nombreux stéréotypes. Et il y en a au moins deux que vous voyez ici devant vous. Pour beaucoup de personnes, l'action humanitaire, ça ressemble à l'image que vous voyez sur la gauche. C'est une image qui vient des médias, du langage médiatique. C'est en gros quelque chose qu'on voit à la télé. L'action humanitaire, pour beaucoup de personnes, en tout cas avant le 13 mars, même vous verrez comme les choses ont changé depuis le 13 mars pour moi et pour mon équipe. L'action humanitaire, si on n'est pas professionnel du secteur, si on n'est pas bénévole soi-même ou si on n'en est pas bénéficiaire, on le lit tous les jours dans les journaux, on le voit à la télé, on le voit dans l'écran de notre téléphone portable. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ces outils de représentation de cette actualité, étrangement, en fait, et ironiquement, mettent cette actualité à distance. Vous pouvez éteindre votre téléphone, vous pouvez replier votre journal, vous pouvez éteindre le téléviseur, et en fait, vous continuez votre vie, vous allez au boulot, vous prenez votre café, et c'est normal tout ça. Mais c'est intéressant de se dire que la représentation médiatique de l'action la met quelque part à une certaine distance. Et cette distance, moi je l'observe aussi, et je la symbolise à travers l'image de droite, une certaine distance autour de cette Genève internationale. Genève est la capitale mondiale de l'action humanitaire et de la diplomatie multilatérale, mais en effet, pour beaucoup de personnes, ça ressemble à ça, c'est-à-dire des gens qui se réunissent dans des salles de conférences. Il faut porter un badge pour y aller, ça parle pas forcément français, et c'est quelque chose qui peut paraître, encore une fois, assez distant. Or, depuis ma prise de fonction il y a 1 an, et j'aime beaucoup cette photo parce que j'aime rendre hommage à mon prédécesseur, Roger Mailloux, et tout le travail phénoménal qu'il a fait avec ce musée, eh bien, depuis ma prise de fonction, je cherche à ramener la conversation vraiment au niveau des principes et des valeurs qui fondent cette action humanitaire. Parce que si vous regardez les choses du point de vue des principes, eh bien, ces principes, ils sont les mêmes à Genève ou en Syrie. Bien sûr, à des degrés d'intensité très différents, mais ces principes-là ne changent pas et cherchent à faire avancer une action, qu'elle soit locale ou qu'elle soit internationale. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je me suis dit qu'il y avait un écart entre ce que j'entends du terrain, ce que les délégués me racontent quand ils reviennent du travail, qu'il y avait un écart entre toutes les nuances, toutes les complexités, tous les dilemmes que ce travail-là représente au quotidien et la représentation de ce travail dans le langage médiatique. Ça ne veut pas dire que la représentation médiatique n'est pas bonne, mais ça veut surtout dire qu'en 1 minute 30 secondes au téléjournal, vous n'avez pas le temps forcément de faire passer toutes les nuances et toute la complexité du travail que vous menez sur le terrain. Donc, j'ai cherché rapidement une opportunité pour faire quelque chose avec mes collègues après mon arrivée, commencer à offrir et définir une nouvelle voie. Et l'opportunité s'est présentée en décembre de l'année dernière. À Genève se tient tous les 4 ans la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est une conférence majeure qui réunit les 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui réunit aussi le CICR, la Fédération internationale qui est aussi à Genève,
tous les États qui sont signataires des conventions de Genève, et donc c'est au beau mot environ 2500-3000 personnes qui se retrouvent au CICG et qui, ensemble, définissent les priorités de l'action humanitaire pour les 4 années à venir. Donc c'est un moment phénoménal. Moi, un peu candide comme ça, quand je suis arrivé au musée, la première question que j'ai posée à mes collègues, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'on fait quoi ? La conférence a lieu en décembre, incroyable, on y va !» Et on m'a répondu, et je comprends qu'on m'ait répondu ça, on m'a dit « écoute, c'est compliqué, ça va pas de soi, on parle pas le même langage. » Et j'ai beaucoup compris ça, en fait, c'était intéressant de l'observer. Et en même temps, je constatais que pour les Genevois, c'est une autre conférence au fait au CICG et on ne sait pas forcément ce qui s'y passe, c'est pas forcément qu'on en parle dans les médias locaux non plus, donc voilà, c'est une autre conférence internationale qui a lieu à Genève. Là, je pensais qu'il y avait des liens à créer, entre ces deux univers qui se connaissent et qui ne se parlent pas forcément. Et d'autant plus que les questions qui sont abordées et qui sont débattues au sein de la conférence, c'est pas qu'on les aborde et qu'on les débat seulement dans la conférence. On les débat dans plein d'autres conférences, comme celle que vous voyez en haut à gauche, qui a lieu régulièrement dans mon salon, où mes enfants et moi, on débat du monde, comme dans toutes les familles, en fait, comme partout. Et l'idée, ça a été de rapidement prendre contact avec les organisateurs de cette conférence pour leur dire que le musée pouvait, à travers son patrimoine, créer des liens. Le patrimoine en question, c'était nos affiches. Donc, ces 10 500 affiches qui parcourent l'ensemble de l'histoire de la Croix-Rouge de 1870 à nos jours. On en a fait une exposition l'année dernière, on en a fait un catalogue. Je me suis dit que ça serait cool aussi d'en faire des cartes postales, donc on en a fait des cartes postales. Et à un moment, je suis allé me présenter au DIP, le département de l'instruction publique, en disant voilà, c'est moi le nouveau directeur, je viens d'arriver, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Moi, je rêve d'aller travailler avec vos élèves en classe, on a plein d'histoires à raconter. Et d'ailleurs, vous faites quoi pour la conférence internationale en décembre ? Et ils m'ont donné cette même réponse que j'entendais tout le temps, qui était c'est compliqué, c'est un autre monde, on ne sait pas trop comment faire. Donc l'idée, ça a été d'imprimer 2500 cartes postales de notre patrimoine qu'on a distribuées à 2500 élèves de 8 à 14 ans, qu'on a invités tous à écrire un mot, un coup de gueule, une envie, un espoir, une crainte sur l'état du monde. Et ces 2500 messages rédigés à la main, on les a mis dans les 2500 sacs de bienvenue des délégués participants à la conférence. Et un des messages qui nous a tous le plus marqué, c'est celui que vous voyez en haut à droite. Je souhaiterais que le monde soit guéri, qui vient d'un petit garçon de 8 ans qui est issu de l'immigration ici à Genève et qui, en quelques mots, a réussi à exprimer un message très simple, mais très important. Et ce qui était intéressant pour mes collègues et moi, c'était de se dire qu'il y avait deux niveaux de discours à travers ce patrimoine. D'une part, c'était rappeler aux délégués qui viennent à Genève en avion, qui vont à l'hôtel, qui sont surbookés de rendez-vous toute la journée, qui après 3-4 jours repartent. C'est de leur rappeler qu'il y a une vie autour d'eux, qu'il y a un monde, il y a un tissu socio-économique, culturel. C'est aussi de leur rappeler pourquoi ils font leur travail, parce que quand vous avez un message comme ça dans les mains, ça vous rappelle un peu pourquoi vous faites votre boulot. Et dans l'autre sens, c'était aussi de dire aux enfants, on vous écoute, vous avez quelque chose à dire, dites-le. Parce que là, il y a des adultes, au fait, qui bossent sur ce qui est votre avenir. Donc, prenez l'opportunité, ça se passe chez vous, dans votre ville. Je remercie à chaque fois que j'en parle les organisateurs de la conférence et le DIP, parce qu'il y avait un gros lâcher-prise des deux côtés. Bien sûr, on a appareillé toute l'opération avec des dossiers pédagogiques, avec plein de choses. J'ai passé des nuits à expliquer le projet aux organisateurs de la conférence, mais vous voyez que là, déjà, on rentre dans une vision que je me réjouis de développer, c'est celle d'affirmer le musée comme un catalyseur qui permet en fait à différentes communautés de rentrer en contact et d'échanger à travers du patrimoine signifiant et de penser aussi le musée comme un espace bienveillant pour faire ces échanges. Alors, j'étais assez content déjà qu'on réussisse à le faire parce qu'on l'a fait genre en 3 mois, quoi. C'était
C'était très spontané comme opération. Le beau moment que je n'ai pas vu venir du tout, c'était, bien sûr, je m'étais un petit peu assuré les arrières quand même. C'est-à-dire que fin août l'année dernière, j'avais rencontré Peter Maurer. Et pas que je doive lui faire valider les contenus du musée, le musée est indépendant, mais moralement, je voulais quand même lui présenter ce projet. Et je lui ai dit, imaginez si on pouvait créer ces liens, si on pouvait donner voix à la jeunesse de la ville hôte de la conférence et vraiment amener une conversation inédite. Il m'a dit, si vous pouvez faire ça, allez-y, quoi, top. Et donc, quand j'ai reçu les premières cartes postales, je les ai photographiées, je lui ai envoyé dans un mail en disant, vous vous souvenez de cette idée? On avait, voilà, en fait, c'est en train de se faire. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai eu un petit moment de solitude quand même, mais je me suis dit, il doit être super occupé. Enfin, c'est un peu la conférence internationale, c'est normal. Et le moment magnifique, c'était le 9 décembre, quand j'étais au fond de la salle et la conférence a eu sa deuxième grande soirée d'ouverture, qui est celle où le mouvement accueille l'ensemble des États. Donc il y a des chefs d'État, il y a des diplomates, il y a tout le monde qui arrive. Et il y a Peter Maurer qui arrive sur scène pour son grand discours inaugural et qui dit Mesdames et messieurs, je suis honoré de vous accueillir à Genève et je ne suis pas seul à le faire. Je le fais avec 2500 enfants de la ville qui nous parlent de mettre fin à la guerre dans le monde, vacciner, etc., etc. Et c'est notre boulot d'être au niveau de leurs attentes. Donc, mettons-nous au travail. Et pour moi, un musée, c'est ça. C'est exactement ça. C'est cette plus-value-là et de comment, à travers ce qui fait que nous sommes un musée, les collections, le patrimoine, l'expertise, la recherche, on peut avoir un impact sociétal beaucoup plus large et penser l'institution comme un catalyseur au sein d'un écosystème. Et je salue ma présidente qui vient de nous rejoindre. Donc, et vous voyez que ça va bien au-delà d'un bâtiment. Et ensuite, il y a cette date, le 12 mars, que j'oublierai jamais, et vous non plus. On était bien lancés, hein, on était décembre, on avait fait cette grosse opération. En parallèle de ça, on avait finalisé la stratégie 19-23, qui se fonde sur ma vision, qu'on a co-construite ensuite avec les collaborateurs et les membres du conseil. Bref, on était chaud, on était bien. On a commencé l'année plein d'idées, plein de projets, et tout d'un coup, bam, tout s'est arrêté. En tout cas, c'était le sentiment qu'on a eu pendant peut-être 5 minutes, et après, on a fait autre chose. Mais il faut que je vous explique d'abord ce qui s'est passé quelques jours avant ce 12 mars. Parce que le 12 mars, au fait, je rentrais en avion de Kigali, où j'étais sur le terrain. Et là aussi, encore un immense merci au CICR qui m'a amené en mission d'observation. J'ai aucune honte de dire que je ne viens pas du terrain humanitaire. Je ne suis pas un spécialiste de l'action humanitaire moi-même, mais je pense que c'est pour ça aussi que je peux m'étonner de cette action et trouver des histoires à raconter, des points d'entrée que je ne pourrais peut-être plus voir si j'étais un spécialiste du terrain. Mais bon, en attendant, j'étais au Rwanda, j'ai énormément appris, j'ai eu la chance d'accompagner Yves D'accord, que vous apercevez ici, pour comprendre toutes ces nuances, toutes ces complexités d'un travail sur site, d'autant plus dans un contexte avec une histoire aussi chargée que celle du Rwanda. J'ai beaucoup appris aussi des collègues rwandais sur place et de comment eux racontent leurs histoires, c'était très intéressant. Puis bien sûr, dans toutes ces discussions, c'était un voyage hyper court, hein, c'était 4 jours. Bien, à ce moment-là, le virus faisait partie des conversations, mais n'était pas la seule conversation. Et on sentait clairement à ce moment-là qu'il y avait un orage au loin, qu'il allait peut-être venir vers nous. On suivait les actualités en Chine, on suivait les actualités en Italie, bien sûr, mais comme tout le monde, je me disais, c'est pas que ça va nous tomber dessus. Mais quand même, pendant le vol du retour, j'ai rapidement eu ce sentiment que ça allait arriver comme ça. Et au fait, c'est arrivé comme ça. Et le matin même, donc j'atterris à 6h du matin à l'aéroport de Genève et je me précipite au bureau. 12 mars, j'écris rapidement un texte pour expliquer à notre communauté, pour expliquer aux gens qui nous suivent en ligne, enfin à l'ensemble de nos parties prenantes, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, la pandémie, et comment on était en train de sentir la vague arriver. Parce qu'à ce moment-là, on subissait déjà de plein fouet la situation qui a du coup augmenté depuis, mais on avait plein d'annulations,
plein d'annulations de groupes, plein d'annulations de voyagistes. Enfin, ça, je le partage avec l'ensemble de mes collègues des institutions genevoises. Et dans ce texte-là que j'ai publié sur notre blog, j'ai fait le pari, au fait, avec nos visiteurs, de voir deux opportunités dans cette crise. La première, c'est de repenser notre activité. Et si, dans la stratégie qu'on avait finalisée en fin d'année, et dans ma vision, j'affirme qu'un musée n'est pas qu'un lieu, mais c'est un outil au service de la communauté, que c'est un forum citoyen, un espace poreux, eh bien, c'était vraiment l'opportunité d'y aller, quoi. Et puis qu'on pouvait penser l'institution au-delà de sa fermeture et qu'il fallait être agile pour réfléchir à ça. Et deuxièmement, un grand message que j'affirmais ici avec mes collègues, c'était qu'on était solidaires, que tout le monde dans la culture allait être impacté, on le sentait, c'était évident. Et déjà, on s'était fait le porte-voix du FIFDH, par exemple, qui avait dû annuler son édition. On a retweeté, reposté, reliké tout ce qu'ils ont fait en se disant, ben voilà, on est solidaires entre acteurs de la culture et on va de l'avant. Et puis aussi, une autre idée qui me semblait vraiment pertinente avant la fermeture, c'était que peut-être qu'on pouvait penser au musée comme un point de ralliement. C'était déjà le cas en Australie. J'avais des collègues australiens pendant les feux de forêt qui avaient précédé de quelques mois qui me disaient, je leur écrivais en leur disant comment ça va, enfin j'imagine qu'il n'y a personne dans vos musées, ça doit être le désert total, quoi. Et ils me disaient, mais non, pas du tout. À Canberra, les musées sont pleins. Pourquoi ? Parce que les musées sont un des seuls endroits où on peut respirer de l'air potable, quoi. Et que peut-être que nous aussi, on aurait l'opportunité de se dire, ben, c'est pas parce qu'un musée ferme qu'il n'existe plus, et qu'est-ce que nous, institutions, on peut amener en tant que plus-value à la société alors qu'elle vit cette crise. Voilà, donc tout ça, je l'ai dit en n'ayant pas dormi pendant 24 heures, en arrivant au musée, puis en écrivant mon texte, et puis évidemment, ben, le lendemain, tout a fermé. Donc, je ne vous cache pas que ça a eu et ça a encore un impact massif sur notre institution et toutes les autres. Enfin, les musées ne sont pas des espaces qui sont faits pour être fermés, ce sont des espaces qui doivent être ouverts. Et heureusement, on est très reconnaissant en tant que fondation privée, musée privé, d'avoir pu bénéficier du soutien de l'État qui a vraiment répondu présent. Et qui nous a soutenus, non seulement à travers les mesures de RHT, mais aussi à travers les mesures compensatoires pour la culture. Ça a vraiment été notre bouffée d'oxygène et j'en suis très reconnaissant. D'autant plus que nous, on a fait ce parti pris ce jour-là, quand on a posté cette information, qu'on n'allait pas baisser les bras. C'était hors de question de mon point de vue. On allait éviter la double peine, c'est-à-dire d'une part devoir fermer, la pire chose pour un musée, mais la double peine consisterait à devenir invisible, inaudible et à juste disparaître parce qu'on est fermé. Donc on a vraiment essayé de s'interroger sur comment on peut embrasser cette crise plutôt que de la subir. Comment on peut créer quelque chose à partir de ce moment plutôt que de se renfermer et d'attendre que ça passe. Et on avait 3 mots d'ordre qui nous ont guidés à travers cette réflexion. La première, c'était l'innovation. Tout ce qu'on allait faire, il fallait que ce soit innovant. Il fallait que ce soit, comme on dit dans le jargon numérique, du contenu natif, parce qu'évidemment, on s'est retourné vers le numérique. Il ne fallait pas que ce soit un avatar de ce que vous pourriez vivre au musée s'il était ouvert. Il fallait que ce soit quelque chose de spécifique à ce moment et d'original. Le deuxième mot d'ordre, c'était la solidarité. Si le musée est fermé, ce n'est pas pour autant qu'il arrête de créer du lien social, ce n'est pas pour autant qu'il arrête d'avoir une force de cohésion, et donc comment on pouvait exprimer ça alors qu'on n'avait plus de bâtiment. Et le troisième grand principe, c'était la pertinence. Ce qu'on allait produire, il fallait que ce soit pertinent, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit expert, il fallait que ce soit recherché, il fallait que ça ait un sens, et il ne fallait pas que ce soit du bruit qui s'ajoute au bruit. Donc voilà. Ambitieux, hein, on se dit voilà, on met la barre haut, mais c'était notre manière de nous mobiliser à travers le contenu et la création et de ne pas juste subir la situation. Donc, maintenant, je vais vous donner 3 exemples concrets de ce que ça a donné, au fait. 3 exemples de comment cette vision qui nous guide depuis l'année dernière a continué à s'exprimer, et peut-être encore plus pendant la pandémie.
La première, c'est celle-ci, et je crois que ça te fera plaisir. On a Tiffany ici qui a l'amitié de nous rejoindre. C'est un WhatsApp qu'elle a reçu avec un groupe de personnes qui consistait en les différents directeurs d'institutions genevoises. Grâce à Genève Tourisme, au soutien de la ville, on avait pu, en février, organiser une tournée promotionnelle en Europe. On est allé à Madrid, à Paris et à Londres pour parler de Genève en tant que destination culturelle et promouvoir ensemble nos institutions respectives. C'était génial, ça nous a vraiment permis de faire meilleure connaissance et on s'est rapidement constitué en groupe. D'ailleurs, à la fin, les journalistes nous regardaient un peu interloqués parce qu'on était tous à se promouvoir les uns les autres, au fait. Dans une posture très bienveillante. Et j'ai voulu retrouver, au fait, cet espace-là. Et je me suis dit, si moi je me pose des questions, mes pairs se posent tout autant de questions, et on sera plus fort ensemble. Donc le message que vous voyez là, c'est un petit pitch WhatsApp pour leur dire, et si on allait chez les gens, parce qu'eux ne peuvent plus venir chez nous. Donc si, encore une fois, de manière experte, avec notre patrimoine, on allait directement chez eux en leur parlant dans une vidéo de 59 secondes, c'était tout le défi pour que ça rentre sur Instagram, d'une œuvre clé de nos collections, d'un moment clé de notre programmation. Et la chose très belle pour moi, ça a été la réponse immédiate. Bien sûr, on y va, on est partant. Et ça a donné lieu à la production d'une petite vidéo que je vais vous montrer maintenant, et ensuite on va suivre ensemble le chemin. Donc on peut regarder la vidéo. Au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous conservons une affiche extraordinaire. Elle date de 1870 et c'est à Paris que vous auriez pu la voir en vrai. La France et l'Allemagne sont en guerre et la future Croix-Rouge française fait un appel aux dons qui se fondent sur un principe clé, aider les blessés, sans discrimination. Ce principe détermine encore aujourd'hui l'ensemble de l'action humanitaire mondiale. Mais aujourd'hui, jamais vous n'auriez fait une affiche comme ça. Beaucoup trop de textes. En 1870, pas possible d'y mettre de l'image. La photographie n'a que 30 ans. Mais peut-être que ce n'est pas grave, car le temps n'est pas le même. Les gens se déplacent à pied ou à cheval. Ce n'est pas comme si ils apercevaient rapidement cette affiche en passant en voiture. Par ailleurs, ceux qui savent lire ont un degré d'attention différent. Ils ne sont pas perturbés dans leur lecture par d'autres messages qui viennent de la radio ou de multiples écrans. Tout nous sépare de cet été 1870, mais deux choses sont exactement les mêmes. Il y a 150 ans comme aujourd'hui, les affiches sont d'extraordinaires moyens de communication. Et il y a 150 ans comme aujourd'hui, c'est la solidarité qui nous fait avancer. Prenez soin de vous. Voilà, donc un peu speed quand même. J'ai voulu tout dire. C'était le 20 mars. Ensuite, j'ai passé quelques coups de fil, j'en ai parlé à quelques contacts journalistes, et puis à ma grande surprise, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'est qu'on n'avait même pas encore diffusé la vidéo en ligne et partagé la vidéo avec notre public, que tout d'un coup, au fait, la presse s'intéresse à cette initiative parce que ça lui permettait de parler de l'actualité différemment. Cette actualité de comment, encore une fois ce soir, on va parler de la pandémie et en faire un sujet intéressant, quel angle on va prendre. Donc le 23 mars, on a diffusé la vidéo sur YouTube et le soir même, il s'est passé ça. Une chose ne disparaîtra jamais, c'est l'art, sous toutes ses formes, sur tous les vecteurs. À Genève, une quinzaine de musées, théâtres et festivals permettent au public de découvrir en ligne une partie de leur collection. Tamara Monkanovic et Laurent Bourkhalter. Fermé, mais présent plus que jamais aux côtés du public. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le musée Barbier-Muller, le Grand Théâtre de Genève et une dizaine d'autres institutions culturelles du canton s'invitent dans votre salon. Leur défi, raconter en 1 minute l'une de leurs œuvres en ligne et via les réseaux sociaux. Exemple, cette affiche de la future Croix-Rouge française, un appel aux dons pour aider les blessés en pleine guerre franco-prusse, pas très visuel. En 1870, pas possible d'y mettre de l'image, la photographie n'a que 30 ans. Mais peut-être que ce n'est pas grave, car le temps n'est pas le même. Les gens se déplacent à pied ou à cheval, ce n'est pas comme si ils apercevaient rapidement cette affiche en passant en voiture. Pascal Hufschmidt, l'initiateur du projet, en est persuadé. Un musée n'est pas qu'un lieu, mais un forum où l'histoire et des histoires sont racontées.
vivre ensemble, garder le lien, se sentir connectés les uns aux autres, c'est pas quelque chose qui s'arrête malgré la pandémie. Et je pense que nous, acteurs culturels, on a un rôle majeur à jouer dans ce moment. Le projet est soutenu par Genève Tourisme et la ville de Genève. Ça ne remplace pas une vraie expérience vitale, mais quand même, c'est une manière d'amener la culture chez les gens et peut-être de contribuer un peu à leur faire changer les idées, parce qu'on est tous évidemment très occupés par cette crise, mais de temps en temps de se permettre une petite pause mentale, seul ou ensemble, en famille ou avec des proches, c'est salutaire. Et pour les enfants, il y aura aussi bientôt des livres de coloriage basés sur les anciennes affiches du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des campagnes d'hygiène lors des pandémies passées, afin de rappeler aussi que d'autres avant nous sont passés par là. Voilà. Donc, ce qui s'est passé là me parle beaucoup parce que j'aime fondamentalement l'idée qu'on l'a porté ensemble. Et c'était ça la force du projet, que ça a été un projet fédérateur entre toutes les différentes institutions, l'Opéra, Art Genève, plein de différents musées, la ville de Genève et Genève Tourisme. Et du coup, comme on était tous solidaires, on s'est dit qu'on pouvait même aller plus loin. Et puis on est allé plus loin. Donc Tiffany, je vais montrer le résultat d'une de tes initiatives, c'est celle-ci. 大家好，欢迎收看文艺宅家系列。这一期我们将向大家展示这幅由国际红十字会及新月博物馆收藏，来自1870年代的珍贵海报。它主要体现了当年法德交战期间法国确立的基本方针：无差别、无歧视的对待任何商人。直至今日，此方针仍贯彻在全世界。 Voilà, donc vous comprenez l'idée. C'était en explorant le TikTok et les campagnes de Genève Tourisme dans le marché chinois et au-delà, qu'on s'est dit pourquoi pas aller plus loin en fait. Si ça parle ici, ça peut parler plus loin et on a vraiment rêvé grand et ça nous a fait du bien parce qu'on était tous confinés chez soi et que c'était pas si mal de se dire on y va à fond. Donc ça, c'est un premier projet. Vous voyez comment ça incarne cette vision qu'on porte au musée de la Croix-Rouge, qui est de dire nous sommes un forum et un espace ouvert. Et on a eu au total plus d'une trentaine de vidéos de tous les collègues ici que vous voyez qui se sont chacun pris au jeu et à ce format. Et je regarde ça maintenant 6 mois plus tard avec beaucoup d'émotion et de fierté et je me réjouis qu'on continue parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter là et on va bien sûr capitaliser sur ces liens et cette confiance mutuelle qu'on a construit. Une deuxième grande action qu'on a menée pendant cette période de confinement, toujours avec ce maître mot de l'expertise et de notre ADN, donc en nous retournant toujours vers notre patrimoine, cette opération qu'on a appelée « Colorer une affiche ». Et ce qu'on a cherché à faire ici, c'est d'adapter quelques affiches signifiantes de notre collection en carnet à colorier. Ça, il y a plein de musées qui le font et c'est très bien. Ce qu'on a ajouté, c'est 2 différents niveaux. D'une part, des affiches historiques, mais dont les messages résonnent tellement fortement avec ce qu'on vit maintenant. Ici, cette affiche de 1920 qui invitait déjà à des gestes barrières et parce que le bon sens de l'hygiène parcourt, au fait, l'histoire des campagnes publiques de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est une première chose, faire un lien entre l'actualité et le patrimoine. Et la deuxième chose, c'est qu'on visait pas seulement l'activité de l'enfant, on visait surtout le lien entre le parent, l'accompagnant et l'enfant. C'est-à-dire que chacune de ces affiches, on a eu 6, chaque mercredi on avait un rendez-vous, elles étaient accompagnées d'une dizaine de questions ouvertes qu'on proposait à l'adulte pour outiller la conversation avec l'enfant et permettre à l'enfant de mettre des mots sur ce qu'il vit maintenant. Donc, pourquoi, de ton point de vue, la petite fille doit éternuer dans un mouchoir ? Est-ce qu'à toi, maintenant, on te demande de faire d'autres choses aussi que d'éternuer dans un mouchoir ? Est-ce que tu comprends pourquoi ? Etc., etc. Donc, vraiment aider et accompagner ces conversations qu'on a tous dû avoir en famille et comment le musée pouvait faciliter ou soutenir ce moment. Je ne vous cache pas qu'il y avait un petit intérêt personnel, puisque moi-même, j'ai été confiné avec 3 enfants en bas âge. Il fallait bien que je trouve quelque chose d'intéressant à leur faire faire. Donc, il y a aussi eu beaucoup de coloriage d'affiches à la maison. Vous voyez ici les différentes sélections. Donc, soit c'était des gestes barrières qui venaient d'autres époques, d'autres pandémies,
soit c'était des messages de solidarité, de bonne nutrition aussi. On ne va pas pour autant arrêter de bien manger, ou de sport. J'adore cette affiche bulgare des années 60 qui dit « Faites du sport tous les matins ». Donc voilà, différentes affiches. C'était un ton assez léger, mais ça permettait, l'air de rien, d'appuyer sur ce moment assez important de conversation. Et là, on a décidé de faire deux choses. D'une part, la première, c'est de se mettre au service de notre communauté et de réfléchir comment on peut lui être utile en tant que musée. Et la deuxième chose, c'était de se dire, si c'est utile aux gens à Genève, ça peut l'être ailleurs. Et là, nous nous sommes appuyés sur le réseau mondial des sociétés de la Croix-Rouge. Il y en a 192, donc une société nationale par pays. Grâce à la conférence de décembre dont vous vous souvenez, on a rencontré beaucoup de personnes avec qui on a noué des contacts. Et puis là, j'ai beaucoup écrit à différents responsables de Croix-Rouge dans le monde en leur disant, voilà, nous on a développé ça. Si ça peut être utile pour votre communauté, tout est disponible et allez-y, quoi. Et ce que je n'avais pas vu venir, c'était l'utilisation par les sociétés Croix-Rouge dans le monde de ce projet, pas pour les enfants, mais en fait pour les adultes. Et vous voyez ici, dans beaucoup de messages, on promeut ça comme une pause mentale. Si vous avez besoin de faire un break, il y a ça que vous pourriez faire et on vous le propose. La Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge anglaise, la Croix-Rouge espagnole. Et un tweet de la Croix-Rouge américaine s'est lu par 5,3 millions de personnes. Donc c'était plutôt pas mal, et on s'est dit, tant mieux, on répond ici à un besoin, et du coup, là, littéralement, le musée va bien au-delà de la colline de Prégny. Et enfin, le troisième grand projet, qui est visible maintenant, et que je vous invite vraiment à découvrir, c'est cette initiative-là, Covid-19 et nous, par Magnum Photo et vous. Nous, c'est nous Genevois, nous Suisses, nous délégués de la Croix-Rouge, nous gens des musées, nous artistes. C'est un nous qui peut être défini de multiples manières. Et vous, parce que nous l'avons vraiment conçu comme un projet participatif. Donc je vais vous expliquer. Il est encore une fois né en ligne à travers ce message que j'ai envoyé à Pauline Vermar, qui est la directrice de Magnum New York, avec qui j'ai beaucoup travaillé par le passé. Je lui ai fait part un peu des initiatives qu'on lançait, je lui ai demandé comment elle allait, qu'est-ce qu'elle faisait elle. Et je lui ai dit, nous, on se bat, quoi. On a vraiment envie de se battre. Et elle a eu ce magnifique message qui dit, voilà, nous, on veut se battre avec vous. Et les photographes font un travail exceptionnel en ce moment. Donc l'idée a été de proposer à une quarantaine de photographes Magnum dans le monde entier, qui eux aussi étaient confinés, de nous envoyer en live des images de la pandémie, leur point de vue sur la pandémie, en se disant que à travers le regard des autres et à travers la diversité des situations, on arriverait peut-être à mieux comprendre ce qui nous arrive à nous ici, et de créer cette conversation à travers l'image. Donc, vous voyez ici une sélection. Bien sûr, on a choisi Magnum parce qu'ils ont une approche profondément humaniste, des grandes fractures sociales et des grands moments de l'histoire. Et surtout, ce sont des images qui ne sont pas du tout sensationnalistes, ce ne sont pas du tout des images qui heurtent, ce ne sont pas du tout les images que vous verriez, encore une fois, dans le langage médiatique. Ce sont des images incomplète, en ce sens qu'elle commence une histoire, mais c'est à vous de la compléter avec votre propre vécu. En effet, que signifie ce ciel bleu nuageux dans le contexte d'une pandémie? C'est une amorce de réflexion que le photographe vous propose de mener. Donc ces images-là, encore une fois, on était fermés. Donc on a d'abord commencé à en discuter en ligne. On a appris à faire plein de trucs qu'on ne savait pas faire avant le confinement, organiser des conférences Zoom, oublier de mettre le son, enfin bref, toutes ces choses-là, on les a faites. Mais là, j'étais très clair avec mon équipe, ce qui compte, c'est de faire. Et puis, génial si c'est bien, mais on a tous le droit de se planter. On est dans une phase complètement expérimentale, on y va, on se libère de cette pression de la perfection, et on apprend en marchant. Et ça, de le partager avec notre public, c'était aussi une manière de les impliquer activement dans notre démarche. Donc on a discuté des images avec tout un tas de différents experts. L'idée, c'était de modérer des conversations toujours avec deux voix différentes.
Ici, vous voyez Pauline, qui donc représente le milieu de la photographie, en conversation avec Philippe Stoll, qui est responsable de recherche en communication au CICR. On a eu différentes voix, on a eu Yves Dacor, ancien directeur général du CICR, en conversation avec Rebecca Amsalem, activiste féministe française. Bref, beaucoup de points de vue différents. On a aussi publié des articles sur notre blog, on a développé ça dans notre campagne de médias sociaux. Et ensuite, un pan très important du projet, ça a été, en parallèle aux images professionnelles qu'on recevait, nous avons ouvert en ligne sur notre site un portail qui invitait notre communauté à nous remettre, s'ils le souhaitaient, leur histoire de la pandémie, leur témoignage. Et donc là, on a reçu des centaines et des centaines de témoignages, beaucoup de textes, images, des vidéos, des dessins, des aquarelles incroyables. Et tout ce matériel-là, on l'a collecté pour créer une mémoire de ce moment qui va directement dans nos collections pour que des générations futures puissent faire sens de ce qui nous est arrivé. Donc vous voyez ici différentes images, à Milan en bas à droite, New York à gauche, beaucoup d'images en Suisse. Vous reconnaissez en haut à gauche une image des Vernets qui a été prise le jour de la distribution des sacs de nourriture, etc. Ensuite, le 9 juin, autre date dont je me souviendrai toute ma vie, le 9 juin, on a rouvert le musée. Et vous voyez qu'on était déjà dans plusieurs temps. On était dans le temps de l'actualité, où on parlait de la pandémie en ligne avec notre public à travers ces images de Magnum, mais on était aussi tout de suite dans le temps long des collections, puisqu'on constituait cette mémoire collective du moment. Et là, on allait investir un autre temps qui est celui de l'exposition. Donc, je précise, nous, on a ouvert le 9 juin, on aurait pu, selon la loi, rouvrir le 11 mai, mais en tant qu'institution privée, c'était trop compliqué. On était trop dépendant de prestataires de services externes pour préparer notre plan de sécurité et qui, eux, étaient surbookés et qui ne pouvaient pas nous donner ce dont on avait besoin. Et puis par ailleurs, rouvrir à ce moment-là, ça voulait dire pour une institution privée, sortir des RHT du personnel, augmenter la masse salariale, mais pas avoir la garantie de la production de revenus à travers la billetterie. Donc beaucoup de questions qu'on a dû se poser en tant qu'institution privée. Le 9 juin, c'était la meilleure date pour nous, et donc on a rouvert. Et là, les images de Magnum, elles ont envahi notre espace, au même titre que la pandémie a envahi nos vies. Donc, vous voyez certaines images, on a très peu, aussi des images d'installation, mais partout où on le pouvait, les images ont réinvesti notre exposition permanente, ce qui était une manière pour nous de créer tout de suite une connexion entre ce que chacun est en train de vivre, de manière très différente, selon l'âge qu'on a, la situation familiale qu'on a, la profession qu'on a. On a tous vécu différemment la pandémie, mais on l'a tous vécu. Et faire ce lien entre cette expérience-là et la grande exposition permanente qui parle des grands thèmes de l'action humanitaire. Et donc amener une conversation entre ce que je vis maintenant, en fin de compte, je le retrouve à travers cette action humanitaire, et cette action humanitaire, maintenant je comprends peut-être mieux de quoi il s'agit, parce que moi-même je le vis tous les soirs. Parce qu'à 21h sur le balcon, alors qu'on était tous en train d'applaudir, c'est bien le principe d'humanité qu'on applaudissait, qui est le principe fondateur du mouvement de la Croix-Rouge. Et ma fille, hier, de 4 ans, m'a posé une question hyper bien, que je veux partager avec vous. Elle m'a dit, papa, pourquoi on a arrêté d'applaudir? C'est intéressant, non? Et je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser. Donc, les images envahissent des supports et des surfaces de l'exposition permanente qui n'ont pas du tout été conçues pour accueillir du contenu. Vous voyez ici, dans le couloir d'entrée, il y a un long mur qui était vide, à vrai dire. Et là, des images se sont posées dessus, un peu comme des notes de musique. Vous voyez cette grande photo d'Antoine D'Agata en bas. Et il y a eu 4 grandes modalités de production. D'abord, les projections, c'était beaucoup plus simple. Donc, dès que le musée a rouvert, on a commencé à projeter des images. Ensuite, on est arrivé avec les tirages. Il a fallu un peu plus de temps pour produire des tirages. Ensuite, on a créé des objets. Et finalement, un dernier grand élément qu'on a amené en fin de semaine dernière, qui est un film qu'on coproduit avec Magnum Photo et qui rassemble toutes les images de l'exposition
donc les images des photographes Magnum, avec une sélection des images issues du portail en ligne, donc les images amateurs. Et ce film, qui est une œuvre inédite, qui dure 14 minutes, est présenté maintenant au musée et a été présenté hier soir à Kyoto, dans le cadre du Festival international de photographie Kyotographie, donc il commence à tourner. Vous voyez beaucoup de différents niveaux de lecture auxquels on convie nos visiteurs. Donc, en conclusion, j'adore mettre cette image-là de Olivia Arthur qui a été confinée à Londres et qui tous les jours, depuis son balcon, a pris une photo du ciel à 10h du matin. C'est une image que vous découvrirez à la fin de l'exposition. Elle déstructure complètement un grand mur de béton. Et c'est une image qui nous invite à toujours essayer de voir une autre perspective dans n'importe quelle situation donnée et qui est vraiment une image porteuse d'espoir. Il y a quelques grands enseignements pour moi dans cette période. C'est que tout d'abord, ça serait never waste a good crisis. Ça, c'est la première chose. On peut toujours tirer une opportunité d'une situation aussi complexe qu'elle soit. Ça a été le cas ici, parce que la pandémie, ça a été vraiment le moment, je pense, d'affirmer cette vision et de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Donc, de penser le musée comme autre chose qu'un lieu. Ensuite, bien sûr, on a dû faire preuve d'énormément d'agilité. Agilité en termes de contenu, agilité en termes de budget, agilité en tout, au fait. Ça n'a pas été simple, ça a été fatigant pour les équipes, pour moi. Je crois que c'est aussi un moment où on a dû faire preuve de beaucoup de bienveillance et de tolérance envers soi-même et les uns et avec les autres, mais que créer, c'est toujours plus porteur que le reste, ça c'est sûr. Et que surtout créer avec le public. Parce qu'à chaque fois, on s'est dit, on y va ensemble. L'exposition, par exemple, on l'a installée chaque 2 semaines. Dès qu'on avait une nouvelle fournée d'images, au fait, on les intégrait. Et on gardait cette idée en tête que c'est comme aller au restaurant. C'est sympa d'aller manger en salle, mais c'est encore plus sympa d'aller manger en cuisine avec le chef. Donc c'est ce qu'on essayait de faire. Ensuite, la grande affirmation aussi dans tout ce travail, ça a été de dire qu'on a foi en le contenu qu'on peut produire. Qu'on peut produire soi, donc avec nos idées, avec nos intuitions, avec notre patrimoine, et que ce contenu-là sera notre bouée de sauvetage. Parce que si on a une bonne histoire à raconter, eh bien, peut-être que les gens voudront bien l'écouter, et que ça restera plus puissant que tout ce que pourrait enjoliver ou apporter une campagne de communication. Si votre histoire, à la base, elle n'est pas top, peut-être que les gens ne seront pas très intéressés à l'écouter. Et ensuite, dans les grandes questions que je me pose maintenant, il y en a plein, évidemment, mais je peux en donner quelques-unes, peut-être que ça nourrira aussi le débat. La première, c'est quel nouveau modèle économique on peut développer pour le secteur muséal. C'est une question que d'autres domaines, d'autres secteurs de la culture se sont posés depuis des années. Si vous regardez l'industrie du livre, du cinéma, de la musique, ils ont opéré des révolutions dans leur modèle économique que les musées, eux, n'ont pas fait. Alors, il y a plein de bonnes raisons à ça. Mais en ce moment, acheter un billet et rester dans un espace fermé avec beaucoup d'autres personnes, ça ne marche pas très bien, quoi. Donc, est-ce que pour autant, on doit se dire que ça ne va pas marcher pendant ces prochaines années, puis il faut juste faire le dos rond? Non. Je pense qu'on pourrait peut-être penser à d'autres modèles économiques qui vont au-delà de la billetterie, de la location d'espace ou du sponsoring, qui sont vraiment frontalement impactés par la situation qu'on vit. Une autre grande question, c'est celle aussi du numérique. Bien sûr, toutes les institutions se sont jetées dans le numérique. Elles ont eu raison de le faire. Je peux partager avec vous quelque chose qu'on n'a pas vu venir du tout. C'est la première opération, Tiffany, on avait réfléchi à ce hashtag, au fait, culture chez vous. Et au début, quand on l'a lancé, au fait, pas grand monde l'utilisait. Donc si vous faisiez une recherche dans les médias sociaux et que vous cliquiez sur Culture chez vous, vous arriviez sur les institutions culturelles genevoises. Mais après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, Culture chez vous, ça vous amenait en Belgique, au Canada, en France, enfin partout, quoi. Et là, on s'est dit, tiens, il y a un langage qu'on doit peut-être mieux maîtriser. Là, je parle pour mon institution. Et des techniques qu'on doit affiner. Donc on a beaucoup à apprendre encore, je pense, dans le numérique.
Et on a vu peut-être 2 catégories d'institutions, celles qui avaient déjà une infrastructure numérique très forte en place, hein, souvent les grandes institutions, les Louvres, les Met, les Guggenheim, tout cela. Les institutions spécifiques au monde numérique, par exemple la HEC à Bâle, qui me vient à l'esprit spontanément, eux étaient déjà opérationnels dans ce milieu-là, avec du contenu natif. Puis après, il y a tous les autres, dont je fais partie, dont l'infrastructure numérique n'était peut-être pas aussi performante que nous l'aurions souhaité, mais on a fait avec ce qu'on avait, et puis on s'est surtout creusé la tête à raconter des histoires un peu différentes des autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer cette réflexion sur le lien entre numérique et musée et aller au-delà des constats qui ont été faits pendant le confinement. Moi, j'ai entendu beaucoup de débats sur la gratuité de la culture et quel impact négatif ça peut avoir à long terme, sur aussi la paupérisation des artistes pendant cette période-là, où tout d'un coup, on donnait plein de contenu gratuitement, alors que bon, il faut bien payer le loyer. Il y a ces considérations, mais peut-être qu'on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau, qui ne soit pas un avatar du musée, mais qui soit le musée pleinement et sûrement en ligne. Enfin, une autre manière de résister à la crise, ça a été de quand même continuer à faire du contenu nouveau, vous l'avez vu à travers ces 3 grandes initiatives, mais ça a aussi été de sauvegarder des projets. Et pour moi, je dois dire, et pour mes collègues, le vernissage de notre exposition Imagine Réflexion sur l'appel la semaine dernière, c'était une immense victoire. Juste réussir à ouvrir l'expo, c'était une immense victoire, parce qu'il y aurait eu 1 million de raisons de l'annuler, mais vraiment. Des questions de calendrier, de RH, d'argent, enfin tout allait contre. Mais ça nous faisait du bien de rester dans cet espace où on était encore en train de faire du contenu, et encore une fois, on s'est dit que ça, il fallait le sauvegarder parce que c'est ce qui allait nous porter une fois que le musée rouvrirait. Donc l'expo vient d'être accrochée. Elle s'intéresse à un moment dont on ne parle pas dans les médias, qui est le moment de l'après-conflit. Quand on parle de la paix, on s'imagine volontiers des hommes en chemise blanche qui signent un traité de paix ou quelqu'un qui reçoit un prix Nobel. Et c'est le moment de l'actualité. Et ça peut être très facile de se dire, quand on est dans son bus et puis on lit la news et ensuite on va au boulot, on ferme son téléphone portable et puis en Colombie, ils ont signé le traité de paix et c'est une très bonne chose. Puis après, il y a une semaine, un mois, des années qui se passent et puis on peut garder cette idée qu'en Colombie, au fait, tout va bien, alors que la réalité est totalement différente. Donc l'idée de l'exposition, c'est à travers des photographes de l'agence Seven, montrer ce que c'est la paix au quotidien et s'interroger sur à quoi ça ressemble au-delà des images qui font l'actualité. Donc des photographes sont allés il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans documenter les conflits et retournent ensuite sur le terrain du Liban, en Bosnie, au Rwanda et ailleurs pour regarder à quoi ça ressemble au quotidien. Ça, c'est l'exposition qu'on a actuellement et je vous invite du coup vraiment à la voir parce que j'en suis très fier parce qu'elle est là. Et ensuite, une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est cette œuvre que vous connaissez tous certainement et dont je veux parler pour terminer, parce que c'est une œuvre qui est très très importante à mes yeux. C'est l'œuvre de Karl Bucher, Les Pétrifiés, qui a été installée dans l'atrium du musée à son ouverture et qui est une œuvre très importante qui parle des victimes qui n'ont plus de voix et dont la voix est portée par la Croix-Rouge. Donc ces œuvres-là, depuis mon arrivée au musée, je voyais bien chaque jour à passer à côté qu'il y avait beaucoup de matière organique qui s'était accumulée dessus depuis la dernière restauration il y a 7 ans. Et pendant le confinement, on s'est dit, faut vraiment qu'on les restaure, faut vraiment agir maintenant. Mais on s'est aussi dit, tiens, cette œuvre, elle a été conçue à un moment analogue, un moment où le visiteur, à la fin des années 80, arrivait dans l'atrium du musée, était confronté avec cette œuvre qui envoyait un message très fort, très solennel de dire « on va vous parler de choses graves ». Et je comprends la motivation derrière cette installation. Mais les choses graves, on était en train de les vivre maintenant. On était en train de les vivre à Genève. C'était partout autour de nous. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme alternative ? Et l'alternative, c'est une installation de Yoko Ono, qui est un arbre qui s'appelle le Wish Tree, un arbre à souhait, qui est un concept qu'elle a développé en 96, qui est une franchise, au fait, qui voyage partout dans le monde. Il y a plein d'arbres à souhait qui circulent. Et l'idée, c'est que
le visiteur est amené à rédiger un souhait qu'il accroche sur l'arbre. Et ensuite, notre travail à nous, c'est de récolter les souhaits, de les envoyer à New York à Yoko Ono. Puis Yoko Ono les prend avec elle en Islande, sur une petite île au nord-est de Reykjavik, où elle va les enterrer sous un monument à la paix qui, 4 fois par année, s'allume. C'est un immense rayon de lumière qui traverse le ciel. Et c'est une œuvre qui, du coup, se place en posture d'écoute de nos visiteurs. C'est une œuvre participative dans laquelle le visiteur est invité à contribuer à quelque chose de plus large et de plus grand que lui. Et c'est une œuvre qui commence à fleurir, comme vous le voyez. Donc, j'espère que vous allez aussi bientôt venir nous rejoindre au musée et accrocher votre vœu. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci Pascal pour cette présentation extrêmement vivante qui nous a permis de pratiquement vivre au jour le jour cette période dans laquelle le musée s'est adapté d'une manière ô combien efficace et en même temps reflète bien la vision que tu veux insuffler à l'institution. Alors j'imagine que plusieurs questions vont être formulées. Alors on m'a dit qu'il y avait de nouvelles prescriptions au salon et à l'Institut pour les questions. On vous demande de porter le masque si vous formulez une question sans le micro, y compris si vous formulez avec le micro. Et donc les micros vont se placer sur les côtés, en vous désinfectant les mains également pour pouvoir porter le micro. Ça devient très compliqué de poser une question, mais vous pouvez la poser directement si votre voix porte avec un masque. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même des questions malgré toutes ces recommandations. Voilà. Donc je vois une question ici, donc le micro vient à vous. Non. Vous voulez avec le micro peut-être, donc on vous désinfecte simplement les mains pour que vous puissiez porter le micro. Comment formuler ma question de manière effectivement raisonnablement aimable? Cornelio Sommaruga, pour ceux qui ne le sauraient pas, ancien président du CICR, et Ronnie Broman, un des 2 fondateurs, des cofondateurs de Médecins sans frontières, tiennent Paul Kagame pour un génocidaire. J'ai été surpris de voir que les commentaires de votre exposition sur la paix, et je ne vous en fais pas grief, c'est une vraie question, étaient hagiographiques envers l'actuel gouvernement rwandais. Cette hagiographie, d'ailleurs, on la retrouve souvent dans les musées, en particulier au musée de la Croix-Rouge, puisque l'exposition sur Gandhi, dont vous n'étiez pas le responsable, et même M. Mayou n'était pas directement responsable, a été une exposition très censurée dans un sens hagiographique. Donc ça, c'est ma première question, j'en ai 2. Est-ce que la géographie, est-ce qu'un musée aussi prestigieux, musée de la Croix-Rouge, double prestige, celui du monde muséal et celui de la Croix-Rouge, est forcément prisonnier d'une certaine culture hagiographique? Et ma seconde question, tout à l'heure, d'emblée, dès le début de cette... et je vous pose la question parce que je vous trouve très intelligent et très capable, vous êtes d'emblée réjoui que nous sommes entre nous. Pourquoi ce commentaire, sachant que le milieu muséal, pour ceux de l'extérieur, pas d'intérieur, est déjà perçu comme extrêmement incestueux? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre deuxième question, mais je peux préciser quel sens j'ai voulu dire entre nous. On est un groupe de personnes dans une salle qui avons la chance d'être en... Je ne crois pas que je peux parler plus fort, parce que sinon je vais... est-ce qu'on m'entend? Ok. Non, je comprends, il n'y a aucun problème. Un entre nous de personnes qui avons la chance d'être en bonne santé et qui participons à une belle soirée ce soir. C'était dans ce sens-là. Ensuite, par rapport à votre question,
Cette exposition, elle imagine réflexion sur la paix. Elle s'interroge sur la représentation de la paix. Nous ne faisons pas l'éloge de quelconque gouvernement, que ce soit au Rwanda, au Liban, en Bosnie, au Cambodge ou en Irlande du Nord. C'est pas ce point de vue-là qu'on veut développer, parce que là n'est pas notre spécificité. Je laisse libre aux experts de la géopolitique mondiale de débattre si oui ou non Paul Kagame est un génocidaire. Moi, ce qui m'intéresse, et ce projet, je le porte fièrement alors qu'il était lancé par mon prédécesseur, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'une part, l'a priori qu'on se fait de la paix au quotidien. On se dit que tout va bien, et tant mieux, c'est vrai, il y a eu des traités de paix dans tous ces pays, mais la paix n'est jamais un moment. C'est un processus, et c'est un processus qui prend très très long. Et ce processus-là, il ne fait pas forcément l'actualité. Donc, c'était d'abord amener les visiteurs à s'interroger sur la complexité de la paix au quotidien. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est aussi s'interroger sur les représentations et les images qu'on s'en fait. Et ça, c'est une autre chose. Donc, spécifiquement par rapport au Rwanda, moi, j'écoute les histoires individuelles qui sont racontées à travers les rencontres que les photographes ont faites avec des gens qui doivent vivre tous les jours avec des génocidaires qui vivent à côté de leur maison. Comment vous faites ça au quotidien ? À quoi ça ressemble de savoir que telle personne dans la rue a tué 5 personnes de votre famille, mais vous devez quand même continuer à vivre ? C'est ça qu'on interroge. C'est moins le côté politique des choses, parce qu'alors on aurait dû faire carrément 10 ou 20 expositions pour parler avec expertise de la diversité des situations politiques représentées à travers ces images. Je suis désolée. Alors, y a-t-il d'autres questions? J'ai entendu quelqu'un qui... Non, là, il est en train de répondre aux questions, en fait. Il a fini sa conférence. Je suis désolée, alors. Non, mais c'est pas drôle, vous êtes déplacé et tout, mais je n'arrive pas à voir d'où vient le... Je suis désolé, je suis un peu myope, mais je vois pas d'où vient le son. C'est bon, c'est bon. Alors, je vois que Maïté a une question, donc voilà. Le micro vient à toi. Je voudrais revenir sur le début de ta présentation et cette synergie que tu as réussi un peu à mettre en place avec d'autres institutions muséales de Genève. Est-ce que tu penses, est-ce que tu imagines, pour reprendre les titres de ton exposition, qu'elle pourrait se prolonger dans un avenir et de former quelque chose qui est un vœu pieux depuis très très longtemps, c'est-à-dire que les institutions genevoises muséales, privées, publiques, semi-privées, semi-publiques, puissent vraiment trouver une façon de collaborer? Alors, plus qu'un vieux pieux, qu'un vœu pieux, lapsus signifiant, on l'a fait, et c'est ça qui est bien, dans le sens où c'est plus facile maintenant de se dire que c'est possible. Et moi, j'ai l'avantage d'arriver d'un autre contexte. J'ai commencé ma carrière à l'étranger, ensuite j'ai travaillé à Lausanne, moi j'arrive à Genève et je regarde les synergies, les possibilités sans un certain poids du passé. Et je pense que ce qu'on a vécu là pendant la pandémie montre tout le potentiel qu'on a aussi de travailler ensemble et de se libérer de ce poids, peut-être du passé. Maintenant, on va non seulement continuer, mais on est déjà en train de continuer. Donc là, nous, Musée de la Croix-Rouge, on multiplie les conversations avec différents acteurs. On va faire aussi un grand projet avec la HEAD, qui est un autre acteur de ce même bassin. Et bien sûr, il faut y aller. Moi, je ne me sens pas du tout mis en péril ou mis en question par le fait qu'il y ait des institutions fortes à Genève. Tant mieux, quoi. Et on a tous des voix et des postures qui sont très claires et affirmées. Et c'est parce que ces voix sont clairement définies qu'on peut parler ensemble et de concert. Donc, yallah. Alors, une question ici. Voilà, si...
le micro va arriver, donc... oui. Ah, vous pouvez parler comme ça. Oui, vous pouvez parler sans masque puisqu'il n'y a personne devant vous. Ouais. Merci pour cet ajout, et peut-être je rebondis là-dessus. Parce que j'avais des conversations tout à l'heure justement avec la HEAD, et une chose qui moi me fascine, hein, encore une fois, en tant que personne qui n'a pas travaillé sur le terrain, et je l'ai d'autant plus compris en mars quand j'étais au Rwanda, c'est que je trouve qu'une chose dont on parle très peu dans la communication du mouvement de la Croix-Rouge, mais aussi dans la sphère médiatique, c'est les dilemmes. C'est les espaces compliqués, en fait. C'est ces moments où il faut prendre une décision et on n'est pas sûr que c'est la bonne. Et que rien n'est noir ou blanc, que tout est gris et que c'est toujours compliqué. Et ça, c'est une réalité du terrain que je me réjouis de beaucoup explorer à travers des projets qu'on va mettre en place en collaboration avec des artistes, d'autres partenaires, la recherche, parce que je pense que c'est un espace aussi où le visiteur peut se poser deux questions. La première, c'est moi j'aurais fait quoi d'abord, et la deuxième question, c'est mais au fait comment ils font? Et c'est pas des super-héros, et ce sont des personnes vulnérables qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, que de faire ce boulot c'est pas simple du tout. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est un espace dans lequel on peut tous se retrouver et connecter plutôt que des images stéréotypées du bon et du méchant, ou du sauveur et de la victime, etc. Le dilemme, ça ferait la plus belle expo. Ouais, je pense, ouais. Bah, vous viendrez au vernissage. D'autres remarques ou questions? Oui, monsieur. La désinfection des mains, là, à 17. Bon, alors, c'est bon. Ok, je voulais bien vous remercier pour votre exposé, votre conférence. Et puis, j'ai une question concernant l'action humanitaire. Déjà, j'aimerais que vous la définissiez, la première des choses. Et secondairement, ma question se rapporterait quelque part à ce que cet enfant de 8 ans, la phrase de cet enfant de 8 ans, je souhaiterais que le monde soit guéri. Parce que j'ai comme l'impression que la matrice, la vision d'Henri Dunant, parce que c'est lui le père de la Croix-Rouge, n'a pas été mise à jour. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que lorsqu'on parle généralement d'humanitaire, c'est toujours lié aux gens qui sont dans l'extrême besoin ou alors dans la souffrance, je dirais, sociale. Pourtant, même des gens qui sont bien souffrent aussi. Je prends l'exemple, je suis Camerounais, je viens du Cameroun. Et dans notre pays, le Cameroun par exemple, à l'exception d'un centre de gynécologie qui est un centre de pointe, dans aucun autre domaine de la médecine, on a du moins de la pointe. Or, lorsqu'il y a ces actions humanitaires, ils vont généralement pour faire des vaccins, comme vous avez dit, en d'autres termes, la médecine de base. Pourtant, on a aussi besoin de centres de médecine de pointe. Pas seulement au Cameroun, je vais dire dans toute l'Afrique subsaharienne. Et le Covid actuellement a mis cela en évidence parce que lorsqu'on parlait l'OMS a déclaré que voilà, le continent africain serait le plus touché à cause justement de plateaux techniques qui n'étaient pas à la hauteur de ceux des pays occidentaux.
même si par la suite il y a eu certaines choses, mais cela montre clairement qu'on a un certain besoin dans plusieurs pays, pas seulement en Afrique, mais aussi dans les pays d'Asie et le reste. Est-ce que vous pensez donc que, en tant que maintenant porteur de cet héritage humanitaire, puisque le musée, vous avez des collections, comme vous avez dit, des affiches et autres, est-ce que vous pensez que vous pouvez porter ce message de telle manière que Genève, en tant que capitale de l'humanitaire, ne soit pas seulement là pour faire dans l'aide de base, dans l'action humanitaire de base, quelle que soit la définition que vous allez donner. Ça peut aussi être que ce soit dans le domaine de la médecine ou même dans le social, par rapport aux écoles, etc. Qu'est-ce que vous pouvez passer là, merci. Il y a énormément d'aspects dans votre question. Je ne vais pas réussir à répondre à tous les points que vous développez, mais ma réponse générale, et puis après je peux évoquer différents points, c'est que j'apprécie beaucoup votre question et ma manière d'y répondre en tant que musée, c'est de dire que mon travail en tant qu'expert muséal, c'est de créer les conditions de cette conversation que vous suscitez maintenant. Je ne suis pas le CICR, je ne suis pas la Fédération, je ne suis pas la Croix-Rouge suisse. Eux auraient plein de manières de répondre à votre question en invoquant les conventions de Genève, des traités, en parlant de l'historique de l'action sur le terrain, en s'interrogeant sur la différence entre action humanitaire et développement durable, ce fameux nexus où ces deux différentes professions se rencontrent. Il y a plein de manières j'imagine, et plein de différents experts qui pourraient répondre. Mais j'adore votre question parce que on me pose parfois des questions de cet ordre-là et j'aime le fait que je ne sais pas forcément y répondre, mais que mon job, c'est de trouver les experts et de créer les conditions d'un forum où on peut débattre de ça. Parce que ce qui est fascinant dans l'action humanitaire, c'est que tout le monde y projette quelque chose. On a tous, au fait, notre définition ou notre croyance de ce que ça doit être ou de ce que ça devrait être. Mais ça, c'est riche, je trouve, et que c'est riche de justement débattre de ces différences. Ça ne fait pas l'unanimité, ce que je dis là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent mais pourquoi tu présentes les choses comme ça ? Le droit international humanitaire, c'est ça. Mais pourquoi tu parles de ça ? Qu'est-ce qu'un artiste aurait à dire ? Il n'a jamais marché sur un champ de mine, il n'a aucune idée de ce dont il est en train de parler. Ah bon ? Est-ce que vraiment on peut de facto délégitimer quelqu'un parce qu'il ne saurait pas de quoi il parle, parce qu'il n'a pas été sur le terrain? Ça, c'est 99,9% des personnes qui viennent dans le musée. Donc vous voyez, il y a vraiment un maillage large à faire, et moi je suis ravi de me dire qu'on pourrait venir s'interroger sur ces choses-là précisément au musée. Alors maintenant, dans la situation du Cameroun, j'ai beaucoup échangé avec le secrétaire général de la Croix-Rouge pendant la conférence internationale et avec son adjoint Yannick. Je sais la complexité de la situation, mais je ne me sentirais vraiment pas expert d'y répondre précisément. Mais je saurais vous trouver au moins 10 personnes dans mon téléphone portable qui pourraient répondre à cette question. Le micro. Lorsque je parle du Cameroun, ce n'est qu'un exemple parmi Bien sûr, parce que même le Rwanda, où vous êtes parti, ouais. Il nous avait contacté, je suis médecin, et puis il est vrai que je n'exerce pas pour le moment, mais j'étais porteur d'un projet, et je suis porteur d'un projet justement de médecine de pointe, de chirurgie de pointe. Et déjà, même depuis plus de 7 ans, j'avais été contacté aussi par les responsables du développement de la chirurgie cardiaque au Rwanda, parce qu'ils voulaient développer la chirurgie cardiaque. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas développée parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Pourtant, ici, on est au cœur de l'innovation, puisque la Suisse est généralement le premier pays innovateur dans le monde. On a de la médecine de pointe, on a des spécialistes vraiment hors pair. Mais on a un certain besoin dans d'autres parties du monde qui ne sont pas résolus. Je pense que c'est juste une question d'organisation. Et justement, comme vous parlez que vous avez peut-être une dizaine de personnes de contact dans votre téléphone qui pourraient... Oui. Moi, je serais très heureux d'être en contact. Ça, volontiers. Ça, je peux volontiers vous connecter. Parce que dans le cadre justement de la question que je vous pose, je suis en train de mettre en place avec certains... Je vous entends pas bien. Je suis en train de mettre en place avec certains anciens collègues une association qui s'appelle Swiss Association for Development of Advanced Medicine Abroad.
En d'autres termes, une association qui va essayer de développer la médecine de pointe à l'étranger, quelle que soit la voie dans le monde. Et pour cela, ce serait vraiment... J'ai été très heureux déjà de savoir que voilà, vous avez une certaine vision de votre musée. Et je pense qu'on pourrait faire certaines choses ensemble. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Alors voilà, je crois qu'on va conclure de cette manière. Il me reste naturellement à renouveler les remerciements pour Pascal Louvschmidt et à lui remettre au nom du comité Beaux-Arts, Musique et Lettres une carte de membre de l'Institut et une publication et Genève devient suisse que l'Institut avait pu produire au moment de l'anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération. Donc encore un grand merci, à toi et bonne soirée à tout le monde. Merci.